Dans la maison des Delcourt, le calme apparent ne parvenait plus à masquer la tension qui s'était installée depuis la disparition de la voiture, comme si un élément invisible avait rompu l'équilibre fragile du quotidien sans laisser d'explication rationnelle derrière lui. Chloé ressentait cette perturbation avec une intensité particulière, non pas sous la forme d'une peur immédiate, mais comme une intuition persistante qui revenait sans cesse, s'imposant à elle dans les gestes les plus simples et dans les moments de silence. Elle tentait de comprendre, de reconstituer une logique là où tout semblait incohérent, mais aucune hypothèse ne résistait vraiment à l'examen, ce qui renforçait encore davantage ce sentiment diffus d'inquiétude. Alex, de son côté, vivait cette situation différemment, avec une frustration plus directe, presque physique, liée à l'impossibilité d'agir concrètement face à un événement qui échappait à toute maîtrise. Pourtant, malgré leurs réactions différentes, une même sensation les unissait, celle que quelque chose leur échappait encore. Pendant ce temps, dans une autre réalité qui se construisait à l'écart de leurs regards, Bella avançait avec une détermination qui ne laissait aucune place au doute, consciente que les décisions qu'elle avait prises ne pouvaient plus être annulées et que chaque pas supplémentaire l'éloignait un peu plus d'un retour possible en arrière. Elle ne cherchait pas à fuir la vérité, bien au contraire, car elle semblait considérer son acte comme une conséquence logique d'un attachement qu'elle refusait de remettre en question. Lorsque Bella retrouva Diego, l'atmosphère entre eux fut immédiatement marquée par une tension perceptible, née de tout ce qui n'avait pas encore été dit mais qui pesait déjà lourdement dans leur regard. Diego, plongé dans une réflexion intérieure qu'il ne tentait plus vraiment de dissimuler, semblait pressentir qu'il allait être confronté à une vérité dérangeante, sans encore en connaître la nature exacte. Bella, quant à elle, choisit de ne pas prolonger cette attente et décida de tout révéler sans détour, convaincue que seule une parole directe pouvait maintenir le lien fragile qui les unissait encore. Elle lui expliqua qu'elle avait brûlé la voiture des Delcourt dans le but d'effacer toute trace pouvant être exploitée par la police, insistant sur le fait que ce geste n'était pas seulement une décision impulsive mais une manière de protéger Diego des conséquences qui auraient pu le rattraper. Cette explication, formulée avec une étonnante stabilité émotionnelle, ne contenait ni véritable remords ni tentative de justification excessive, comme si Bella assumait pleinement la portée de son acte tout en lui donnant un sens qui dépassait la simple transgression. Face à cet aveu, Diego resta silencieux un long moment, absorbé par une réflexion qui semblait chercher à concilier deux réalités incompatibles, celle de ses repères moraux et celle de l'attachement qu'il continuait de ressentir malgré tout. Ce qui le déstabilisait profondément n'était pas uniquement la gravité de l'acte, mais la manière dont Bella le présentait comme un geste presque nécessaire, inscrit dans une logique affective qui remettait en cause les limites qu'il pensait jusque-là évidentes. Cette tension intérieure le conduisit progressivement à relâcher sa résistance, non pas à travers une décision consciente et immédiate, mais par une forme de glissement émotionnel où la fatigue, le doute et l'attirance se mêlaient pour affaiblir sa capacité à prendre du recul. Bella, consciente de cette fragilité, adopta une attitude à la fois douce et déterminée, évoquant sa culpabilité sans jamais renier ce qu'elle avait fait, cherchant moins à être pardonnée qu'à être acceptée dans sa complexité. Ce rapprochement, amorcé dans un équilibre instable entre lucidité et abandon, conduisit Diego à céder à cette dynamique qu'il aurait pourtant pu interrompre, laissant place à un moment d'intimité qui scella leur lien de manière plus concrète encore. Cette relation, loin de résoudre les tensions existantes, les transforma en une forme de dépendance silencieuse, où chaque geste rapprochait Diego d'une réalité dont il ne maîtrisait plus vraiment les implications. Malgré cela, une part de lui restait en retrait, comme si une conscience persistante continuait d'observer la situation avec une certaine distance, l'empêchant de s'abandonner totalement à l'influence de Bella et au monde qu'elle représentait. Cette hésitation se manifesta notamment dans son refus implicite de renouer avec l'ensemble du groupe auquel Bella appartenait, signe qu'il percevait encore les dangers de cet environnement sans parvenir à s'en détacher complètement. Parallèlement, à Sète, l'enquête commençait à se structurer autour de premiers éléments concrets, même si ceux-ci restaient encore fragmentaires. Christelle, marquée par ce qu'elle avait observé, tenta de reconstruire le souvenir d'une silhouette aperçue près de la voiture, en s'appuyant sur des détails visuels qui, bien que partiels, prenaient une importance croissante dans le cadre de l'investigation. Elle évoqua notamment un sweat bleu clair avec un logo rond dans le dos, élément qui, à ce stade, constituait l'indice le plus précis dont disposaient les enquêteurs. Nordine et Manon recueillirent cette déposition avec sérieux, conscients que ce type de détail pouvait, à lui seul, orienter toute une enquête si d'autres éléments venaient le corroborer. Leur attention se concentra donc sur la possibilité de reconstituer ce logo, dans l'espoir de relier cette description à une personne identifiable. Dans un autre contexte, Diego reçut un message de Bella qui, bien que court,
eut un impact émotionnel significatif sur lui, ravivant immédiatement le lien qui venait de se reformer entre eux. Ce message, simple en apparence, contribuait à maintenir une proximité constante, empêchant toute prise de distance durable. De son côté, Judith observa Diego avec une attention renouvelée, guidée par une intuition qu'elle ne pouvait pas encore justifier pleinement mais qui l'incitait à remettre en question certaines évidences. Elle formula l'hypothèse que Manny pourrait être impliqué dans la disparition de la voiture, se basant sur une logique qui lui semblait cohérente au regard des circonstances. Cependant, la réaction de Diego fut immédiate et particulièrement marquée, car il rejeta cette idée sans véritable analyse, adoptant une posture défensive qui ne passa pas inaperçue. Cette réaction, trop rapide pour être totalement neutre, éveilla chez Judith un doute qu'elle ne formula pas immédiatement mais qui commença à s'installer durablement dans son esprit. Ce doute trouva un écho décisif lorsque, dans le cadre d'une tâche domestique ordinaire, Chloé entra en contact avec un élément matériel qui allait modifier la perception de toute la situation. En préparant une lessive, elle manipula le sweat de Diego sans intention particulière, jusqu'au moment où une odeur inhabituelle attira son attention de manière instinctive. En portant le tissu à son nez, elle identifia clairement une odeur d'essence, suffisamment nette pour écarter toute interprétation approximative. Cette découverte, bien que simple dans sa forme, produisit un effet immédiat sur son raisonnement, car elle venait établir un lien potentiel entre Diego et l'incendie de la voiture. Souhaitant confirmer son ressenti, Chloé fit appel à Judith, qui reconnut à son tour cette odeur sans hésitation, validant ainsi la réalité de cet indice. À partir de ce moment, la perception de Diego changea profondément, car il ne s'agissait plus seulement d'un doute abstrait, mais d'un élément concret susceptible de l'impliquer directement. Cette évolution ne transforma pas instantanément le soupçon en certitude, mais elle introduisit une possibilité qui, une fois formulée, ne pouvait plus être ignorée. Dans l'esprit de Chloé, une interrogation nouvelle prit forme, fragile mais persistante, remettant en question l'image qu'elle avait jusque-là de Diego. Ainsi, sans qu'il en ait conscience, Diego se retrouvait progressivement au centre d'un faisceau de soupçons en construction, tandis que les éléments de l'enquête, encore dispersés, commençaient à converger vers une direction qui risquait de bouleverser l'équilibre déjà précaire des relations autour de lui. Alors que les premiers soupçons commençaient à se structurer autour de Diego, l'atmosphère à 7 évoluait progressivement vers une tension plus diffuse, moins visible mais bien plus profonde, comme si chaque personnage avançait désormais avec une part d'incertitude qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce changement ne reposait pas sur un événement brutal, mais sur l'accumulation de détails qui, mis bout à bout, commençaient à dessiner une réalité inquiétante. Chloé, en particulier, ne parvenait plus à considérer les choses de la même manière depuis la découverte de l'odeur d'essence sur le sweat, car cet indice, bien que simple en apparence, avait introduit une fracture dans sa perception de Diego, l'obligeant à envisager une hypothèse qu'elle aurait refusée quelques heures plus tôt. Elle ne voulait pas tirer de conclusions hâtives, mais elle ne pouvait pas non plus faire comme si rien n'avait changé, car son instinct, nourri par les événements récents, lui imposait une vigilance nouvelle. Dans cette même logique, Judith observait désormais chaque détail avec une attention accrue, cherchant inconsciemment à vérifier si les éléments qu'elle percevait confirmaient ou infirmaient cette intuition naissante. Elle ne formulait pas encore clairement ses doutes, mais son regard sur Diego n'était plus neutre, car la réaction qu'il avait eue en défendant Manny continuait de résonner dans son esprit comme un signe qui ne pouvait pas être totalement anodin. Pendant ce temps, Diego tentait de maintenir une apparence de normalité, mais cette façade devenait de plus en plus difficile à soutenir à mesure que les conséquences de ses choix commençaient à se rapprocher de lui. La relation qu'il venait de renouer avec Bella occupait désormais une place centrale dans ses pensées, non seulement en raison de l'attachement qu'il ressentait, mais aussi parce qu'elle impliquait une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Il savait que ce qu'elle avait fait ne pouvait pas rester sans conséquences, même si, pour l'instant, rien ne semblait directement le relier à cet acte. Cette tension intérieure se manifestait par une forme de distraction perceptible, comme si une partie de son esprit restait constamment tournée vers ce qu'il cherchait encore à éviter. Chloé, sensible à ces variations, ne tarda pas à remarquer ce changement d'attitude, même si elle ne disposait pas encore des éléments nécessaires pour en comprendre pleinement l'origine. Elle évoqua avec lui son impression qu'il était plus distant, moins investi dans ses activités habituelles, ce qui, dans un autre contexte, aurait pu passer inaperçu, mais qui, dans la situation actuelle, prenait une signification particulière. Diego tenta de minimiser cette observation, adoptant une posture défensive qui traduisait davantage son malaise qu'une véritable volonté de rassurer. Il ne pouvait pas expliquer ce qui le traversait sans risquer de révéler une vérité qu'il n'était pas prêt à assumer,
et cette impossibilité de parler renforçait encore la distance qui s'installait entre lui et ceux qui l'entouraient. Parallèlement, une autre intrigue se développait, moins liée directement à l'incendie, mais tout aussi révélatrice des tensions présentes à Sète. Bruno, confronté à la nécessité de protéger Sylvain, avait choisi de mentir à la police en affirmant être en couple avec Soisic, construisant ainsi une version des faits destinée à masquer la véritable raison de leur présence ailleurs au moment des événements. Ce mensonge, bien que pensé comme une solution temporaire, impliquait désormais plusieurs personnes et nécessitait d'être maintenu avec cohérence pour ne pas éveiller les soupçons. Soisic, impliquée malgré elle dans cette mise en scène, devait composer avec une situation qui ne lui ressemblait pas, car elle se retrouvait contrainte de jouer un rôle dans une histoire dont elle ne maîtrisait pas tous les aspects. Elle retrouva Bruno et Sylvain afin de clarifier la stratégie à adopter, consciente que la moindre contradiction pourrait fragiliser leur version. Tous comprenaient que leur crédibilité dépendait de leur capacité à rester alignés dans leurs déclarations, même si cela impliquait de maintenir une fiction de plus en plus difficile à soutenir. Cette situation ne tarda pas à susciter des réactions dans leur entourage, notamment chez Gloria, qui observait avec curiosité ce rapprochement inattendu entre Soisic et Bruno. Elle ne disposait pas d'éléments concrets, mais son intuition la poussait à s'interroger sur la nature réelle de cette relation, qu'elle percevait comme inhabituelle. Cette interrogation, encore informelle, contribuait à créer un climat où chaque comportement pouvait être interprété de manière suspecte. Dans un registre différent, Jack traversait une phase émotionnelle particulièrement intense, marquée par un conflit intérieur entre le désir de se protéger et l'impossibilité de renoncer à ses sentiments pour Manny. Leur rencontre au bord de l'eau, dans un cadre chargé de souvenirs, raviva des émotions qu'il avait tenté de contenir, notamment celles liées à l'été précédent, période durant laquelle leur relation avait pris une dimension significative. Jack avait initialement choisi de prendre ses distances, estimant qu'il n'était pas prêt à s'engager à nouveau dans une relation qui pourrait le fragiliser, mais cette décision reposait davantage sur une peur de souffrir que sur une réelle absence de sentiments. En revenant vers Manny, il fut confronté à l'évidence que cette distance n'avait rien résolu, car les émotions qu'il cherchait à éviter restaient intactes. Ce retour ne se fit pas dans la légèreté, mais dans une forme de lucidité émotionnelle où Jack reconnaissait ses propres contradictions. Il exprima son trouble, son incapacité à oublier, tout en cherchant à poser des limites pour éviter de reproduire les erreurs passées. Ce moment de sincérité, chargé d'émotions contenues, conduisit à un rapprochement physique qui symbolisait autant une rechute qu'un choix assumé. Ce baiser, loin d'être un simple geste impulsif, représentait la reconnaissance d'un lien qui résistait aux tentatives de rupture, inscrivant leur relation dans une dynamique où la raison et le sentiment continuaient de s'opposer sans jamais réellement s'annuler. Pendant ce temps, l'enquête poursuivait son évolution avec la découverte d'un élément matériel déterminant, lorsque Martin et Damien retrouvèrent la voiture des Delcourt, désormais réduite à l'état de carcasse calcinée. Cette découverte confirmait l'hypothèse d'un incendie volontaire et renforçait la nécessité de remonter la chaîne des responsabilités, même si les preuves directes avaient été en grande partie détruites. Cette situation donnait un poids supplémentaire aux témoignages et aux indices périphériques, notamment celui de Christelle concernant le sweat bleu, qui prenait désormais une importance centrale dans la tentative de reconstitution des faits. Chaque élément, même indirect, devenait crucial dans un contexte où les traces matérielles faisaient défaut. Dans ce climat, Bella poursuivait sa stratégie sans montrer de signe de recul, convaincue que ses actions, bien que risquées, étaient justifiées par la nécessité de protéger Diego. Elle alla jusqu'à lui rendre le sweat bleu qu'elle avait conservé, geste en apparence anodin mais qui, dans le contexte de l'enquête, prenait une dimension particulièrement dangereuse. Diego, en récupérant ce vêtement, ne mesura pas immédiatement les implications de cet acte, car il ne pouvait pas encore relier cet objet aux éléments déjà en circulation dans l'enquête. Pourtant, ce sweat constituait désormais un point de convergence potentiel entre plusieurs indices, renforçant involontairement les soupçons qui commençaient à peser sur lui. Ainsi, sans qu'aucune accusation formelle ne soit encore formulée, les éléments s'alignaient progressivement, dessinant une trajectoire inquiétante où Diego se retrouvait de plus en plus exposé. Chaque interaction, chaque objet, chaque réaction contribuait à renforcer une hypothèse qui, bien que fragile, gagnait en cohérence à mesure que de nouveaux éléments venaient s'y ajouter. Dans cet enchevêtrement de relations, de mensonges et de vérités partielles, l'équilibre devenait de plus en plus instable, annonçant une évolution inévitable vers une confrontation où les apparences ne suffiraient plus à contenir la réalité. À mesure que les éléments de l'enquête continuaient de se mettre en place, une forme de pression invisible s'exerçait progressivement sur ceux qui, de près ou de loin,
se trouvait lié à l'incendie, créant un climat où chaque détail, même le plus anodin, pouvait désormais être interprété comme une pièce d'un puzzle en cours de reconstitution. Cette évolution ne se traduisait pas encore par des accusations directes, mais elle modifiait profondément la manière dont chacun percevait les autres, installant un doute qui s'insinuait dans les relations les plus familières. Chloé, en particulier, se retrouvait dans une position délicate, car elle devait concilier son rôle de mère, de repère familial, avec une intuition qui l'obligeait à envisager une réalité inconfortable. Elle ne voulait pas croire que Diego puisse être impliqué dans une affaire aussi grave, mais les éléments qu'elle avait entre les mains rendaient cette hypothèse de plus en plus difficile à écarter. Elle se surprenait à repenser à certains comportements récents, à des attitudes qu'elle n'avait pas relevées sur le moment, mais qui, accent aigu interprété à la lumière des événements, prenaient désormais un sens différent. Cette réflexion, bien qu'encore silencieuse, modifiait son regard, introduisant une distance imperceptible dans ses interactions avec Diego, une retenue qui ne lui ressemblait pas mais qu'elle ne pouvait plus éviter. Elle ne souhaitait pas le confronter sans certitude, consciente que le simple fait d'évoquer ce doute pourrait avoir des conséquences irréversibles, mais elle ne pouvait pas non plus ignorer ce qu'elle avait découvert. Judith, de son côté, avançait dans un raisonnement parallèle, moins structuré mais tout aussi déterminant, car elle se fiait davantage à son ressenti qu'à une analyse rationnelle des faits. Elle observait Diego avec une attention accrue, notant inconsciemment chaque variation dans son comportement, chaque moment d'hésitation ou de distraction, comme autant d'indices qui, mis ensemble, formaient une impression de plus en plus cohérente. Cette convergence de perception entre Chloé et Judith, bien qu'elle ne soit pas encore explicitement formulée, renforçait la solidité du doute qui commençait à s'installer, créant une dynamique où les certitudes d'hier cédaient progressivement la place à des interrogations persistantes. Dans ce contexte, Diego se trouvait dans une position de plus en plus fragile, car il devait gérer simultanément la réalité de sa relation avec Bella et la nécessité de maintenir une image cohérente auprès de son entourage. Cette double contrainte générait une tension constante, qui se manifestait par une difficulté croissante à se concentrer sur le présent, son esprit étant régulièrement happé par les conséquences possibles de ses choix. Bella, consciente de cette fragilité, poursuivait son influence avec une détermination discrète mais constante, cherchant à consolider le lien qui les unissait tout en minimisant la gravité de la situation. Elle ne remettait pas en cause ce qu'elle avait fait, car, dans sa logique, cet acte restait justifié par la volonté de protéger Diego, même si cela impliquait de franchir des limites que d'autres n'auraient jamais envisagées. Lorsqu'elle lui rendit le sweat bleu qu'elle avait conservé, ce geste s'inscrivit dans une continuité naturelle de leur relation, sans que Diego ne perçoive immédiatement le danger qu'il représentait dans le contexte actuel. Pour lui, il ne s'agissait que d'un vêtement, d'un objet du quotidien, mais dans la réalité de l'enquête, ce sweat constituait désormais un élément potentiellement compromettant, directement lié au témoignage de Christelle. Cette dissonance entre la perception de Diego et la réalité extérieure accentuait le risque auquel il était exposé, car il continuait d'agir comme si certains éléments n'avaient pas encore pris d'importance, alors qu'ils étaient déjà au cœur des investigations. Pendant ce temps, au commissariat, le travail d'analyse se poursuivait avec une rigueur méthodique, les enquêteurs cherchant à croiser les informations disponibles pour établir une chronologie cohérente des événements. Le témoignage de Christelle, initialement perçu comme un simple indice parmi d'autres, gagnait en crédibilité à mesure que les éléments matériels confirmaient la thèse d'un incendie volontaire. La description du sweat bleu avec un logo rond dans le dos devenait un point de référence, un détail suffisamment précis pour orienter les recherches, même en l'absence de preuves directes. Nordine et Manon s'attelaient à reconstituer ce logo, explorant différentes pistes pour identifier une marque, un symbole ou un modèle susceptible de correspondre à cette description. Cette démarche, bien que technique, s'inscrivait dans une logique plus large où chaque élément devait être vérifié, confronté, validé, afin de réduire progressivement le champ des possibilités. Dans ce type d'enquête, la précision des détails pouvait faire toute la différence, et les enquêteurs en avaient pleinement conscience. Parallèlement, les tensions liées au mensonge de Bruno continuaient de produire leurs effets dans son entourage, car maintenir une version fictive nécessitait une cohérence constante qui devenait de plus en plus difficile à garantir. Swazik, impliqué dans cette situation, devait composer avec une image qui ne correspondait pas à la réalité, ce qui créait un décalage perceptible dans ses interactions avec les autres. Adam, notamment, exprima son incompréhension face à cette relation inattendue, soulignant implicitement l'écart entre Bruno et le type de personne avec laquelle il imaginait Swazik. Cette remarque, bien que formulée sans intention malveillante, mettait en lumière une forme de jugement social qui ne passa pas inaperçue, révélant les tensions sous-jacentes liées à cette mise en scène.
Swazik réagit en dénonçant ce qu'elle percevait comme un mépris de classe, montrant ainsi que cette situation, au-delà de son aspect stratégique, touchait également à des questions d'identité et de perception sociale. Cette réaction traduisait un malaise plus profond, lié au fait d'être contrainte de jouer un rôle qui ne correspondait pas à son image. Dans un registre différent, la relation entre Jack et Manny continuait d'évoluer dans une direction où les émotions prenaient progressivement le pas sur les tentatives de contrôle rationnel. Après leur rapprochement, Jack ne pouvait plus ignorer la réalité de ses sentiments, même s'il restait conscient des risques liés à cette relation. Le moment qu'il partageait au mât, loin de l'agitation de Seth, leur offrait un espace où ils pouvaient exprimer cette complexité sans être immédiatement confrontés au regard des autres. Jack, en particulier, cherchait à poser des limites, à définir un cadre qui lui permettrait de ne pas replonger dans une situation qu'il ne maîtriserait pas, mais cette volonté se heurtait à la force des émotions qu'il ressentait. Ce conflit intérieur se traduisait par une tentative de concilier deux besoins contradictoires, celui de se protéger et celui de ne pas renoncer à une relation qui lui apportait une forme d'évidence émotionnelle. Manny, de son côté, accueillait ce rapprochement avec une forme de retenue, conscient que la stabilité de leur relation dépendrait de leur capacité à ne pas répéter les erreurs du passé. Dans ce contexte, leur baiser ne constituait pas seulement un moment d'intimité, mais un engagement implicite à affronter ensemble les incertitudes qui les attendaient, même si cet engagement restait fragile et soumis à de nombreuses conditions. Ainsi, à travers ces différentes trajectoires, une même dynamique se dessinait, celle d'un équilibre de plus en plus instable où les choix individuels, les mensonges et les vérités partielles s'entremêlaient pour créer une situation où la confrontation devenait inévitable. Diego, sans en avoir pleinement conscience, avançait vers un point de rupture où les éléments accumulés finiraient par converger, tandis que Chloé et Judith, chacune à leur manière, se rapprochaient d'une vérité qu'elles n'étaient pas encore prêtes à affronter complètement. À ce stade des événements, la tension qui s'était installée à Seth ne relevait plus seulement d'un enchaînement de circonstances troublantes, mais d'une mécanique en marche, lente et inexorable, où chaque détail venait renforcer une structure invisible qui rapprochait peu à peu les personnages d'une confrontation inévitable. Rien n'explosait encore, rien ne s'imposait comme une vérité irréfutable, mais tout semblait converger vers une même direction, comme si le temps lui-même participait à révéler ce qui avait été soigneusement dissimulé. Chloé, prise dans ce mouvement, ne pouvait plus revenir en arrière. L'odeur d'essence sur le suite n'était plus un simple doute isolé, mais le point de départ d'une série de réflexions qui modifiaient profondément sa manière d'observer Diego, car chaque interaction avec lui était désormais filtrée à travers cette découverte. Elle ne cherchait pas à l'accuser, ni même à confirmer ses soupçons de manière immédiate, mais son regard avait changé, et cette transformation, aussi discrète soit-elle, affectait l'ensemble de ses perceptions. Elle repensait aux moments récents, à ces instants où Diego semblait ailleurs, moins présent, comme s'il portait en lui une préoccupation qu'il ne partageait pas, et ses souvenirs, autrefois anodins, prenaient désormais une dimension nouvelle. Ce processus de relecture du passé constituait une étape essentielle dans son raisonnement, car il lui permettait de relier des éléments qui, pris séparément, n'auraient peut-être jamais attiré son attention. Judith, de son côté, poursuivait une démarche similaire, bien que plus instinctive, laissant son ressenti guider son interprétation des comportements de Diego. Elle ne disposait pas des mêmes éléments concrets que Chloé, mais elle percevait une incohérence diffuse, une forme de décalage entre ce que Diego montrait et ce qu'il semblait réellement vivre intérieurement. Cette perception, difficile à formuler, s'imposait pourtant avec une force croissante, renforçant son besoin de comprendre. Dans ce contexte, Diego se retrouvait dans une position de plus en plus inconfortable, car la pression exercée par les événements extérieurs venait s'ajouter à la tension intérieure qu'il ressentait déjà depuis ses retrouvailles avec Bella. Il tentait de maintenir une cohérence dans ses comportements, mais cette tentative devenait de plus en plus fragile à mesure que les contradictions s'accumulaient, rendant chaque interaction potentiellement révélatrice de ce qu'il cherchait encore à cacher. La relation avec Bella, loin de lui apporter un apaisement, contribuait paradoxalement à accentuer ce déséquilibre, car elle l'ancrait davantage dans une réalité qu'il ne contrôlait pas, tout en l'éloignant progressivement de ceux qui pouvaient encore représenter un repère stable. Bella, quant à elle, poursuivait sa logique avec une constance remarquable, convaincue que ses actions, aussi risquées soient-elles, restaient nécessaires pour préserver ce lien qu'elle considérait comme essentiel. Elle ne percevait pas la situation comme une spirale dangereuse, mais comme une suite d'étapes à franchir, chacune justifiée par la précédente, ce qui lui permettait de maintenir une forme de cohérence interne malgré la gravité des faits. Cette perception, radicalement différente de celle de Diego, créait un décalage qui ne faisait qu'accentuer la tension entre eux,
même si celle-ci restait encore en grande partie implicite. Parallèlement, l'enquête continuait d'évoluer, portée par une accumulation progressive d'indices qui, bien que partiels, commençaient à dessiner une trame de plus en plus précise. La voiture calcinée des Delcourt constituait désormais une preuve tangible de l'incendie, confirmant que l'acte avait été prémédité et exécuté avec l'intention claire d'effacer toute trace exploitable. Dans ce contexte, le témoignage de Christelle prenait une importance croissante, car il apportait un élément visuel susceptible de relier un individu précis à la scène du crime. La description du suite bleu avec un logo rond dans le dos, initialement perçu comme un détail parmi d'autres, devenait un point de convergence entre plusieurs éléments de l'enquête, renforçant sa valeur probante. Nordine et Manon poursuivaient leur travail de reconstitution avec une rigueur méthodique, cherchant à identifier ce logo à partir des informations disponibles, tout en explorant les différentes pistes susceptibles de mener à une identification concrète. Leur approche reposait sur la conviction que, dans ce type d'affaires, la précision des détails pouvait permettre de compenser l'absence de preuves directes, notamment lorsque celles-ci avaient été volontairement détruites. Dans le même temps, la situation liée au mensonge de Bruno continuait de produire des effets inattendus, car le maintien de cette fiction nécessitait une coordination constante entre les personnes impliquées, chacune devant veiller à ne pas introduire d'incohérences susceptibles d'éveiller les soupçons. Cette contrainte, loin d'être anodine, créait une tension supplémentaire dans leurs interactions, car elle imposait une vigilance permanente. Swazik, en particulier, se retrouvait dans une position délicate, contrainte de défendre une version qui ne correspondait pas à la réalité tout en faisant face aux interrogations de son entourage. Cette situation la plaçait dans un rôle qui ne lui était pas naturel, ce qui rendait ses réactions parfois plus abruptes qu'à l'habitude, notamment lorsqu'elle percevait des jugements implicites sur ses choix. Gloria, attentive à ces variations, continuait d'observer avec curiosité cette relation qu'elle ne parvenait pas à interpréter pleinement, alimentant ainsi un climat où les apparences étaient constamment questionnées. Cette dynamique, bien que secondaire par rapport à l'enquête principale, contribuait à renforcer l'impression générale d'instabilité qui caractérisait la situation à 7. Dans un autre registre, la relation entre Jack et Manny poursuivait son évolution dans une direction où les émotions prenaient progressivement le dessus sur les tentatives de contrôle, transformant leur rapprochement en une expérience à la fois intense et fragile. Jack, conscient des risques, cherchait à maintenir une certaine lucidité, mais cette volonté se heurtait à la force des sentiments qu'il éprouvait, rendant chaque décision plus complexe. Leur interaction au mât, marquée par une sincérité nouvelle, témoignait de cette difficulté à concilier raison et émotion, car chacun d'eux cherchait à avancer sans reproduire les erreurs du passé, tout en reconnaissant que leur lien ne pouvait pas être ignoré. Cette tension, loin d'être résolue, constituait le cœur même de leur relation, la rendant à la fois plus profonde et plus incertaine. Ainsi, à travers ces différentes trajectoires, une même dynamique se confirmait, celle d'un équilibre de plus en plus fragile où les certitudes s'effaçaient progressivement au profit d'une réalité mouvante, façonnée par les choix, les mensonges et les révélations partielles. Diego, placé au centre de cette convergence sans en mesurer encore pleinement l'ampleur, avançait vers une situation où les éléments accumulés finiraient par produire un effet irréversible, tandis que Chloé et Judith, chacune à leur manière, se rapprochaient d'une vérité qui, une fois révélée, ne pourrait plus être ignorée. À ce moment-là, tout semblait tenir encore debout, mais seulement en apparence, comme une structure fragile dont les fondations avaient déjà commencé à céder sans que l'effondrement ne soit encore visible. Les événements s'enchaînaient avec une logique implacable, et même si chacun tentait de préserver une forme de normalité, les liens entre les faits devenaient trop nombreux pour être ignorés plus longtemps. Chloé, désormais incapable de reléguer ses doutes au second plan, avançait dans une réflexion de plus en plus précise, où chaque élément venait renforcer une hypothèse qu'elle n'aurait jamais envisagée auparavant. Elle ne voulait pas croire que Diego puisse être impliqué, mais l'accumulation des indices créait une cohérence difficile à nier, transformant peu à peu son intuition en une conviction encore fragile, mais persistante. L'eau suite, l'odeur d'essence, le comportement de Diego, les détails évoqués par Christelle, tout semblait s'assembler dans un enchaînement qui ne laissait que peu de place au hasard. Elle ne disposait pas encore d'une preuve irréfutable, mais elle se trouvait face à une réalité où les coïncidences devenaient trop nombreuses pour rester de simples coïncidences. Cette prise de conscience ne se fit pas dans la brutalité, mais dans une lente progression, où chaque réflexion la rapprochait d'une vérité qu'elle redoutait. Judith, de son côté, ressentait cette évolution sans avoir besoin de la formuler clairement, car le doute qui s'était installé en elle avait pris une consistance nouvelle, nourrie par les réactions de Diego et par les éléments concrets qu'elle avait pu observer.
Elle ne savait pas encore jusqu'où cette vérité allait les mener, mais elle comprenait que quelque chose s'était irréversiblement brisé dans la confiance qu'elle lui accordait. Diego, quant à lui, continuait d'évoluer dans un équilibre de plus en plus instable, partagé entre la réalité qu'il vivait avec Bella et celle qu'il tentait de préserver auprès de son entourage. Cette dualité devenait difficile à maintenir, car chaque décision prise dans un contexte venait influencer l'autre, créant un enchevêtrement de contradictions qu'il ne parvenait plus à gérer avec la même facilité. Bella, toujours fidèle à sa logique, ne remettait pas en question ce qu'elle avait fait, car elle considérait que les conséquences, aussi graves soient-elles, restaient secondaires face à l'objectif qu'elle poursuivait. Elle voyait dans le rapprochement avec Diego une confirmation que ses choix n'étaient pas vains, renforçant ainsi sa détermination à continuer dans cette direction, sans mesurer pleinement les risques qui en découlaient. Dans le même temps, les autres intrigues poursuivaient leur évolution, contribuant à densifier encore davantage le climat général. Bruno, Swazik et Sylvain maintenaient leur version des faits avec une vigilance constante, conscients que le moindre faux pas pourrait compromettre leur crédibilité. Cette situation, bien que périphérique à l'enquête principale, participait à l'impression générale d'un monde où les apparences devenaient de plus en plus difficiles à soutenir. Jack et Manny, quant à eux, se trouvaient dans une dynamique différente, mais tout aussi marquée par une tension émotionnelle forte, car leur rapprochement, bien qu'assumé, restait fragile et soumis à de nombreuses incertitudes. Leur baiser, loin d'être une simple parenthèse, constituait une étape importante dans leur relation, marquant le passage d'un conflit intérieur à une acceptation partielle de leurs sentiments. Cependant, cette évolution ne supprimait pas les doutes, car Jack restait conscient des risques liés à cette relation, cherchant à établir des limites qui pourraient préserver un équilibre qu'il savait encore fragile. Manny, de son côté, acceptait cette complexité, prêt à avancer sans précipitation, dans une relation qui devait encore trouver sa stabilité. Ainsi, tandis que certaines relations se reconstruisaient, d'autres se fragilisaient sous le poids des secrets et des non-dits, créant un contraste qui renforçait la tension globale de la situation. À 7, chaque trajectoire semblait désormais liée à une autre, comme si les destins individuels se croisaient dans une même dynamique où les choix de chacun pouvaient avoir des répercussions inattendues. Dans cette configuration, Diego se trouvait au cœur d'un processus qu'il ne contrôlait plus totalement, car les éléments qui pouvaient l'impliquer dans l'incendie continuaient de s'accumuler, sans qu'il en ait pleinement conscience. L'Oswit, en particulier, constituait un point de convergence entre les indices, transformant un objet du quotidien en élément potentiellement décisif dans l'enquête. Chloé, en prenant conscience de cette convergence, comprenait que le moment où elle devrait faire face à la réalité approchait, même si elle espérait encore trouver une explication alternative qui lui permettrait d'éviter cette confrontation. Mais au fond d'elle, une certitude commençait à s'imposer. La vérité, quelle qu'elle soit, ne pourrait plus être ignorée très longtemps. Et dans cette attente, dans cet équilibre suspendu entre doute et révélation, une seule question demeurait, jusqu'où Diego serait-il prêt à aller pour protéger ce qu'il avait commencé à construire avec Bella, et à quel prix cette décision finirait-elle par éclater au grand jour ?